Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très contente de vous retrouver. Toute l'équipe de Midi Minatech est très contente de vous retrouver après 3 semaines de repos. Mais voilà. Je voulais d'abord vous annoncer que la semaine prochaine, nous allons également avoir un Midi Minatech. Et ce Midi Minatech va concerner la taxe. Excusez-moi, j'ai tout ça sur mon téléphone et ça va venir. Donc là, se poser la question, on vous propose de vous poser la question sur le fait d'une taxation du numérique 50 ans après l'idée de la taxe Tobin. Donc, James Tobin était le prix Nobel de l'économie qu'il a eu il y a 48 ans. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si il est judicieux d'avoir une taxe sur le numérique. Donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, mais déjà aujourd'hui, vous êtes là et nous sommes très contents de vous accueillir. Et nous vous avons proposé une présentation qui s'inscrit un peu dans le contexte actuel concernant les vaccins, mais ce n'est pas pour ajouter à la polémique. Les Midi Minatech ne sont pas là pour ça. Ce que nous voudrions, c'est positionner l'activité, les compétences des laboratoires de notre polygone, en particulier le CEA, dans le cadre de la recherche des vaccins dans ce contexte-là. Et donc, nous avons eu le plaisir, et on les remercie pour ça. Nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Navarro, qui est donc chef de laboratoire au CEA, au LITI et au département des technologies de la biologie et de la santé. Et son laboratoire concerne les systèmes microfluidiques et bioingénierie. Et il nous propose de parler de la crise sanitaire et les potentiels d'innovation en vaccin du point de vue des activités au CEA. Et on remercie également ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Je vais arrêter de parler et donner la parole à Fabrice. Fabrice, la parole est à toi. Merci Amal, merci beaucoup. Merci à Julie et Pascal Mayenne de m'avoir sollicité pour ce Midi Minatech. Alors pour la petite histoire, ça fait suite à une reprogrammation et du coup on a positionné un petit peu ce sujet. Je devais présenter Innovation pour les vaccins en novembre-octobre 2019, il y a à peu près un an, qu'on avait décalé suite à une évaluation du comité HCRS. Et aujourd'hui, finalement, je leur devais bien ça. On est en 2020. Je leur avais dit que j'en parlerais en 2020. Je ne pouvais pas présupposer en octobre 2019 que je serais devant vous avec un masque face à un amphithéâtre vide et vous connectés en virtuel. Et comme le dit Amal, ce sujet est devenu brûlant d'actualité. Mais avant de parler de vaccins et d'innovation technologique, on va un petit peu revisiter qu'est-ce que sont les maladies infectieuses sur cette diapositive-là et retracer en fait, l'histoire des pandémies ou des épidémies. Et l'histoire de l'humanité est liée à ces maladies infectieuses. Donc vous avez là une frise où il y a plusieurs virus, la taille du virus, alors c'est pas tous des virus similaires, bien évidemment, c'est schématique, mais la taille des virus est liée au nombre de morts. Et dans l'histoire et dans les écrits, on retrouve pas mal de choses liées aux troubles sur les sociétés qui ont eu les maladies infectieuses. Donc en particulier, vous voyez, il y a la peste à l'époque, la variole à l'époque de Marc Aurèle, la peste à l'époque de Justinien. Donc ça, pour information, ça a eu des conséquences énormes sur les sociétés à cette époque-là, puisque si on parle de Justinien, il avait pour velléité, il était dans l'Empire byzantin, il voulait reconquérir l'Empire romain d'Occident. Et il y a eu 700 000 morts par jour à Constantinople à l'époque, donc c'était vraiment un nombre de morts conséquent. Vous avez également au Moyen-Âge quelque chose qui a vraiment traumatisé les sociétés, qu'on appelle la peste noire ou la peste bubonique, qui était horrible. Alors, je vous ai pas mis les photos et les bubons, etc., parce que c'est l'heure du midi. Je vous ai mis des petites œuvres artistiques que vous retrouvez ici sur ce tableau, où effectivement, ça a été pendant très longtemps un grand désastre, avec plus de 200 millions de morts.
Et puis, vous avez d'autres épidémies comme la variole ici, qu'on retrouve à peu près à 56 millions de morts, qui ont jalonné comme ça l'histoire de l'humanité. Donc la peste noire, c'était lié aussi à la route de la soie, les routes commerciales, les croisades, et tout ça a chamboulé un petit peu les sociétés et les économies déjà à l'époque. Et puis à les temps modernes, voilà, donc on arrive sur les dernières grandes épidémies. Donc on en voit essentiellement là, en particulier une ici qu'on appelle la grippe espagnole. Vous avez la photo sur ces situations d'urgence qui a fait à peu près 40 à 50 millions de morts juste après, enfin juste pendant et après la Première Guerre mondiale. Donc là, on pourrait y passer des heures, mais les Espagnols ont ceux qui ont bien documenté, puisque la grippe n'était pas espagnole, hein, le virus n'a pas de nationalité. Donc eux sont ceux qui ont bien documenté cette épidémie-là, alors que les pays en guerre ont tout camouflé pour pas donner leur faiblesse aux ennemis. Et puis vous avez d'actualité SARS-CoV-2 ici aux États-Unis avec des hôpitaux un petit peu spéciaux qui sont mis en place, ou voilà aussi la façon de faire nos courses aujourd'hui en 2020, à la fin 2020. Donc les vaccins, juste un tout petit rappel sur les vaccins, d'où ça vient. Donc les vaccins, c'est lié à l'histoire des sciences, avec notamment le docteur Jenner qui était anglais, qui lui avait fait des observations, et en Angleterre à l'époque, il y avait pas mal de cours où ça discutait, notamment avec la femme d'un ambassadeur, qui avait vu à Constantinople le fait qu'avec la variole, on a des pustules, et ces pustules-là, en fait, étaient séchées, et dans l'Empire ottoman, les gens pouvaient s'administrer un petit peu les pustules séchées, et ça semblait les protéger. Donc l'Empire ottoman s'était inspiré de ce qui se faisait en Inde et en Chine là-dessus, qu'on appelait la variolisation. Et en fait, lui, il travaillait, il observait beaucoup ce qui se passait sur un virus similaire à la variole chez l'homme, qui était la vaccine, donc la variole chez la vache. Et il avait donc décidé de trouver que ce virus de la variole chez la vache on pouvait l'attraper un peu chez l'homme, mais c'était pas très dangereux. Et il s'est basé sur ces observations-là pour pouvoir administrer quelque part ces pustules de vache, sur le pied de vache, à des humains, en particulier un petit garçon de 8 ans qui s'appelait James Phipps, et il a montré par la suite que c'était une protection très efficace contre la variole humaine, qui était très dangereuse, puisqu'il y avait quasiment 20% de mortalité au cours de l'histoire. Donc là, c'était des choses qui ont été documentées, pas forcément tout compris en termes des bases biologiques et microbiologiques. Et on a le français Louis Pasteur qui a vraiment apporté un jalon dans la discipline, avec l'essor de la microbiologie à la fin du 19e siècle. Et lui, il travaillait sur le choléra des poules, la maladie du charbon chez les ovins, et l'histoire fameuse aussi où lui, il avait travaillé sur le fait d'atténuer des souches. Il avait observé que quand des souches étaient atténuées, soit par l'oxygène, soit par des traitements chimiques, ils perdaient leur virulence, et on pouvait attraper ce petit mal, pour nous protéger du grand mal. Donc c'est un peu le principe de l'homéopathie. Et donc il avait administré des souches atténuées à un enfant, Joseph Meister, qui avait été mordu par un chien enragé et qui avait certainement contracté la rage. Et c'était finalement la première success story, la première histoire d'un vaccin vivant atténué. Au XXe siècle, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le recense, le vaccin ou les vaccins sont considérés comme un des succès majeurs de santé publique, avec l'éradication totale de la variole, qui a été une vraie plaie dans l'histoire de l'humanité, comme je vous l'ai dit, avec plus de 99% de l'éradication du poliovirus, et avec une diminution de plus de 73% de la rougeole, qui peut avoir des résurgences ici ou ailleurs. Mais ça, c'est vraiment 3 exemples pour montrer que les vaccins ont vraiment permis au XXe siècle, justement, d'éradiquer certaines, ou bien combattre certaines maladies infectieuses. Au cours de l'histoire, ou des progrès également de la biologie et de la microbiologie, on a plusieurs types de vaccins qui sont apparus. Donc, il n'y a pas un vaccin, mais il y a plusieurs façons de faire des vaccins. Donc, les vivants atténués, qui était le vaccin pastorien, où on fait de la culture et on vient les traiter pour pouvoir faire perdre leur virulence. Des vaccins qui sont basés sur des virus ou des agents pathogènes qui sont tués, et que du coup, on va injecter vraiment ces débris de pathogènes détruits. Des vaccins à toxines, donc ça c'est un petit peu plus marginal, je ne vais pas trop en parler. Puis les vaccins sous-unités, donc là cette fois-ci, on va isoler une partie du pathogène, du virus par exemple, un élément, et par exemple une protéine, qu'on appelle l'antigène, et c'est cet antigène-là qui n'est pas du tout un virus et qui va être reconnu par le système immunitaire,
qu'on va produire pour pouvoir faire une base de vaccin. Et ces protéines-là, lorsqu'on va les injecter, qui sont les antigènes, on a un système immunitaire qui veille partout, elles ne vont pas activer le système immunitaire. Donc c'est important également de leur administrer ce qu'on appelle un adjuvant pour aider, qui va stimuler un peu le système immunitaire pour permettre de capter cet antigène et déclencher les réponses immunitaires. Donc justement, sur ces réponses immunitaires, ce que je voulais vous mentionner, je ne vais pas rentrer dans un cours d'immunologie parce que déjà, je ne suis pas immunologiste de formation, mais de deux, c'est extrêmement complexe. Un résumé. Le premier résumé, c'est que vous avez des cellules qui sont partout dans le corps. Donc, le système immunitaire, c'est un des systèmes très importants qui interagit avec tout l'organisme, tous les organes, avec le système nerveux central chez l'homme. Et donc, vous avez des cellules qui sont des sentinelles, des gardiens de l'intégrité du soi, partout dans le corps, et qui vont interagir avec ce qu'ils reconnaissent comme étant ce qu'on appelle le non-soi, donc un corps étranger, des bactéries, des virus, et qui vont les détruire pour pouvoir les présenter. Ensuite, ils vont migrer ces cellules-là dans les ganglions lymphatiques. C'est pour ça que quand on est malade, on a les ganglions qui gonflent. Ils vont dans les ganglions lymphatiques où on a des lymphocytes T, donc c'est une deuxième population de cellules immunitaires très importante, qui sont les lymphocytes CD4. Et donc, il y a des interactions entre ces cellules, de la communication et de la présentation de l'antigène, pour que ces cellules-là, ensuite, puissent également communiquer avec d'autres types de cellules, les cellules B, dont la mission est de faire ensuite des anticorps qui vont être spécifiques de l'antigène et pouvoir bloquer la propagation de l'agent infectieux dans le corps, mais également des cellules, ça c'est une deuxième type de réaction qu'on appelle les réponses cellulaires, qui sont des cellules CD8 qui viennent tuer les cellules infectées par l'agent pathogène. Et donc l'idéal, c'est de pouvoir induire ces deux types de réponses, par exemple avec un vaccin, pour venir mimer ce que ferait un agent infectieux, un agent viral. Donc pour le virus SARS dont on parle aujourd'hui, qui est d'actualité, il faut quand même savoir que tout a été très vite, c'est inédit, dans le sens où, déjà, ça vient pas de nulle part, c'est quand même un cousin très, très similaire au SARS-CoV-1, qui est la première épidémie que l'on a connue il y a plus de 10 ans. Donc on a pu réutiliser toutes les connaissances qui avaient été apprises sur ce virus ce SARS-CoV au cours des 10 dernières années, et en particulier sur une protéine de surface qu'on appelle ici la protéine Spike, qui est tout autour du virus et qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Donc cette protéine Spike, ici, elle interagit avec un récepteur qui a été identifié grâce à des études dans les laboratoires, qui est le récepteur ACE2 à la surface des cellules des poumons, mais pas que, on le retrouve également dans le côlon. Et ça permet au virus de rentrer et donc de se multiplier dans le poumon. Et donc, cette structure-là, elle est fortement similaire et inspirée du premier type de virus SARS-CoV-1. Et vous avez ici deux sous-unités avec cette région-là qui s'appelle région binding domain, qui est la région qui interagit avec ce récepteur. Donc, ce qui est important, c'est de dire que, premièrement, alors que cela a été déclenché fin 2019 en Chine, on a su rapidement isoler le virus, le cultiver et l'identifier. Donc ça, c'est déjà aussi, d'habitude, ça peut prendre plusieurs années. Et en j'ai mis quelques jours, mais de mémoire, c'est 6 jours. Donc c'est extrêmement rapide, la mobilisation là-dessus, pour pouvoir livrer et partager à la communauté internationale via l'OMS la séquence génétique de ce virus. Et là démarre le fait de pouvoir faire des tests de diagnostic que tout le monde connaît maintenant par cœur, les fameux tests RT-PCR, qui sont basés sur la reconnaissance de cet acide nucléique spécifique du virus, mais également, à travers cette séquence, de penser à faire de nouveaux vaccins, et on va en parler. Donc justement, à l'heure actuelle sur les vaccins, voilà ce qui est en cours. Donc ça évolue tous les jours. Hein. C'est vraiment, voilà, vous savez que donc c'est aux dernières mises à jour, c'est 26 novembre sur le site de l'OMS qui recense ça régulièrement. Alors un petit mot pour ceux qui sont pas coutumiers, c'est que il y a des essais précliniques, donc c'est les validations laboratoires et des validations sur modèles animaux des approches vaccinales. Et puis il y a des essais cliniques chez l'homme avec des paliers. Donc une phase 1 où on va injecter des dizaines de personnes et on va regarder surtout les aspects sécurité, innocuité des vaccins. Les phases 2 où c'est une phase 1 beaucoup plus étendue sur des centaines de personnes, on va regarder également ces aspects d'innocuité, mais également commencer à regarder les réponses spécifiques en biologie. Et les phases 3 qui vont vraiment être cette fois-ci sur des milliers de personnes et on va pouvoir travailler sur également des approches pour mesurer l'efficacité. Donc vous voyez qu'il y a une course au vaccin. Ce qui est important, c'est qu'il y a 50 vaccins qui sont dans ces phases d'essais cliniques, 13 dans les phases 3, les phases tardives. On voit que la Chine et les États-Unis sont vraiment, on va dire, en haut de la course sur cette approche de vaccin. Et ce qui apparaît là, c'est les approches à côté qui sont des approches technologiques. Vous retrouvez les éléments que j'ai mentionnés, les vaccins inactivés, les vaccins vivants atténués,
Les vecteurs viraux, donc on prend d'autres virus qui sont pas dangereux et en fait on va modifier un peu leur matériel génétique pour qu'ils puissent exprimer les antigènes du virus sur lequel on veut lutter. Et puis vous avez là 3 approches en biotechnologie. Donc l'approche des vaccins sous unité avec les protéines antigènes dont je vous ai parlé, l'approche des vaccins avec des ADN, donc ça existe en médecine vétérinaire, où on va mettre un ADN pour que lui vienne produire la protéine, mais qui sont très très limités dans le sens où on a besoin d'avoir des technologies pour pouvoir introduire l'ADN, c'est très compliqué, donc c'est des technologies d'électroporation, etc. Et puis ce qui apparaît là vraiment comme étant l'innovation qui arrive sur le marché avec la crise Covid-19, c'est les vaccins ARN. On va prendre ce petit ARN, et je vais vous en parler, pour coder, pour exprimer la protéine dans les cellules. Donc c'est l'approche de Moderna, BioNTech, Pfizer, dont on parle beaucoup. Donc vous avez ici sur les 13 vaccins, 2 qui sont à base d'ARN en phase 3, 2 en phase 2, 2 en phase 1 et 17, à peu près 10% sur les essais précliniques. Donc en fait, là, on est sur quelque part avec ces vaccins, on est sur des thérapies biologiques et on a besoin aussi, un autre enjeu dans cette course au vaccin, c'est de préparer la production de masse, de préparer les doses. Et c'est des procédés de bioproduction qui sont bien calibrés et bien connus, complexes, qui sont faits dans le cadre de l'industrie pharmaceutique, où on va être dans des conditions vraiment qu'on appelle JMP, Good Manufacturing Practice, avec des contrôles qualité extrêmement importants. Et on va cultiver des cellules ou des systèmes d'expression pour pouvoir produire les protéines ou les virus, et derrière pouvoir faire des lots de vaccins. Avec l'approche ARN, on va en parler, on gagne des étapes, si j'ose dire, puisque en fait, on va utiliser la cellule et l'organisme comme étant principalement l'usine. Et on fait pas mal de choses qu'on appelle in vitro. Donc ça permet d'accélérer aussi considérablement les choses. Donc, autre chose inédite par rapport à cette crise actuelle, c'est ce qu'on appelle pandemic speed. C'est que ça va très très vite. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas fait dans les règles de l'art, au niveau même de la production, c'est fait dans les règles de l'art, mais tout est accéléré. Donc, ce qui prend d'habitude quelques années, voire des dizaines d'années, va prendre quelques mois, 1 an ou même moins. On accélère la chose grâce au fait qu'on passe les phases d'essais cliniques le plus rapidement possible. On prépare en parallèle des essais cliniques le manufacturing, la production et les moyens de production associés. Et surtout, on a un fast-track approval. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de réglementaires dans ces domaines-là. Et par exemple, pour prendre un rendez-vous avec une agence réglementaire sur une approche thérapeutique nouvelle, ça peut prendre 3 mois. Et bien là, en fait, on a le rendez-vous le lendemain. Donc on gagne comme ça des temps pour pouvoir être très rapide et se mobiliser face à la crise. Donc, je vous ai parlé un petit peu des vaccins ARN. Je vais venir un peu plus en détail sur l'approche. Donc, juste une petite base pour ceux qui ne l'ont pas forcément. On a dans le noyau l'ADN, qui est vraiment le code génétique de l'individu. Et l'ADN, il a besoin au niveau de la cellule, d'aller faire des protéines, etc. Donc, on a l'ADN qui va être transcrit, ce qu'on appelle la transcription en ARN. Cet ARN, qu'on appelle ensuite ARN messager, parce qu'il va sortir du noyau pour pouvoir aller dans le cytoplasme de la cellule et pouvoir, avec son code à lui spécifique au niveau de l'ARN, être traduit, la traduction en protéines, et c'est la protéine qui après se fait de la conformation tridimensionnelle qui assure les fonctions de la cellule. Donc en fait, ça c'est ce qui existe en biologie, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est fait cette fois-ci sur les approches ARN, c'est qu'on va essayer de faire nous-mêmes nos ARN exogènes. Il y a des méthodes de transcription in vitro qui existent et qui sont bien documentées pour l'administrer à la cellule via l'extérieur. Donc il y a plusieurs défis. Déjà, il faut pouvoir vraiment maîtriser la biologie moléculaire des ARN, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent même après la transcription, qu'on appelle les mécanismes de régulation transcriptionnelle, qu'il faut prendre en compte également dans cette synthèse chimique. On a également, ou biochimique, on a également le fait que l'ARN à l'extérieur, il n'est pas censé forcément se retrouver à l'extérieur, donc il est sujet à des RNAs, donc des enzymes qui les dégradent. Il faut qu'il rentre dans la cellule. En fait, c'est très compliqué parce que c'est une grosse macromolécule et il rentre pas forcément intuitivement dans les cellules. Et ensuite, il faut qu'il puisse aller être traduit par la cellule pour faire les protéines et être présenté, comme je vous l'ai dit, par les cellules présentatrices d'antigènes, celles qui vont faire la communication avec les lymphocytes. Je passe. Donc, le vaccin ARN, c'est pas non plus quelque chose de très nouveau. Ça existe déjà depuis maintenant les années 90. Le concept d'ARN exogène qu'on va injecter à une cellule pour la faire exprimer par la cellule, ça a été travaillé notamment par l'Université de Pennsylvanie. Ça a été très long. Alors là, j'ai mis aussi un travail de chercheur
avec une énorme opiniâtreté, si j'ose dire, puisque vous avez ici une phrase de Kathleen Carico que j'ai repris et qui est notamment dans les communiqués de presse, où elle a expliqué que pendant des années, alors elle croyait pas trop aux approches ADN, elle pensait que l'ARN était plus prometteur, mais il y avait plein de freins, plein de choses à faire et à comprendre. Et du coup, elle a noté ici que chaque nuit, elle a travaillé très très dur pour avoir des financements et que régulièrement les réponses étaient non, 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 non dans les années 90, mais qu'elle a poursuivi et qu'elle a persévéré pour pouvoir sortir les brevets qui ont assuré les modifications chimiques des ARN et permis d'avoir cette preuve de concept efficace. Les deux grandes conclusions de cette époque-là, c'est qu'il fallait des modifications chimiques ou biochimiques des ARN pour pouvoir faire de l'expression exogène, et qu'il fallait un vecteur de délivrance pour pouvoir amener ça au niveau des cellules, et j'en parlerai par la suite. Vous avez là une structure d'ARN avec différentes régions, donc ça c'est la séquence qui va produire la protéine antigène, mais il y a d'autres régions qui sont extrêmement importantes à prendre en compte dans les vaccins ARN ou dans les ARN thérapeutiques en général, et qui sont les ARN de la biologie. C'est ces séquences-là UTR, qui sont des séquences non traduites, qui viennent réguler l'efficacité de cette étape-là, cette étape biologique. Ce qu'on appelle la queue poly-A, qui est également très importante pour des approches de stabilité, et puis la coiffe en 5' qui permet notamment d'initier pas mal de choses au niveau de cette étape de traduction. Donc tout ça doit être maîtrisé également lorsqu'on prépare ces séquences-là. Et en fait, les approches BioNTech et Moderna, ils ont beaucoup de secrets, et ça repose notamment sur ces maîtrises de production des ARN et de modification biochimique de ces ARN. Alors, les vaccins ARN, avant le Covid, il y en avait des essais cliniques sur les vaccins ARN. Vous avez là différentes épidémies, Zika, HIV, la grippe. Et puis, il y avait des essais cliniques qui étaient en cours avec des approches ARN sur ces épidémies-là. Donc là, je vous ai mis un tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on voit, c'est que déjà Moderna était sur 9 essais cliniques sur 12, donc était déjà un acteur de ces essais cliniques. Et là, vous avez CureVac, qui est une compagnie allemande qui fait beaucoup parler d'elle, qui était sur 2 des essais cliniques sur les vaccins. Donc sur la slide d'après, j'ai juste fait 2 petites distinguos pour vous introduire l'aspect sur les doses. Donc il y a l'approche vaccin ARN dont je vous ai parlé, avec les séquences qu'on reconnaît, la protéine antigène, la séquence codante pour la protéine antigène au milieu. Et puis il y a une autre approche également qui est cette fois-ci ce qu'on appelle un SAM, pour Self-Amplifying RNA, où il y a une séquence qui est ajoutée, qui est une séquence qui va coder pour des enzymes issues d'alphavirus. Et ces enzymes, en fait, sont des enzymes qui viennent répliquer l'ARN dans la cellule. Donc ça permet avec, par exemple, un brin d'ARN, d'en avoir plusieurs qui vont être traduits rapidement dans la cellule, d'avoir une sorte d'amplification, et ça permet vraiment de réduire également les doses d'ARN à administrer. Donc justement, sur l'aspect dose, vous avez là ce qui est en cours des essais cliniques phase 3, avec Moderna qui est plutôt aux alentours des 100 microgrammes. Donc ça, c'est très important parce que plus on est bas et plus on va pouvoir faire des doses et plus on va pouvoir vacciner massivement. Vous avez Pfizer-BioNTech qui a statué sur une dose de 30 microgrammes. Vous avez CureVac qui est aux alentours des 10 microgrammes. Et puis, vous avez les approches de SAM dont je vous ai parlé avec ces phénomènes d'amplification qui sont entre 1 et 10 microgrammes. Donc ça également, c'est bien à avoir en tête dans l'actualité sur les moyens de production. Je vous ai mis sur cette slide-là les acteurs dont on parle beaucoup au niveau de l'actualité. Donc BioNTech, qui est une biotech allemande, qui ne travaillait pas forcément sur les vaccins au départ. Ils étaient plutôt sur des approches d'ARN thérapeutique pour des thérapies sur le cancer. Vous avez Moderna, dont on a parlé, CureVac, je vous en ai dit un mot également, allemande, Arctarus au niveau américain, Translate Bio au niveau américain, et puis vous avez l'approche également de Imperial College de Londres sur les SAM qui est connue. Donc déjà un mot là-dessus, c'est que vous voyez que quand même l'innovation elle a été portée sur le marché, au moins jusqu'aux premières phases d'essais cliniques, par des biotech, essentiellement allemandes et américaines, sur l'aspect ARN messager. Et quand, au niveau des essais cliniques, les résultats sont prometteurs et qu'on prépare l'étape d'après, qui est important d'anticiper dans la crise Covid, qui est la production de masse, les acteurs pharmaceutiques traditionnels s'associent pour offrir leur capacité de production, comme Pfizer. Moderna est très proche de Merck, et puis Sanofi s'est associé déjà depuis maintenant plus de 2-3 ans avec Translate Bio. Donc là, vous avez également un deuxième message, c'est qu'il y a la facilité administrative pour accélérer les choses, mais il y a également l'argent. Et c'est des investissements colossaux qui n'ont jamais été reportés dans le domaine, qui ont permis également d'accélérer les choses, notamment par le gouvernement allemand, qui a soutenu énormément ces PME, ces biotech, le gouvernement américain sur Moderna, et puis également le gouvernement anglais avec 20 millions sur l'approche de l'Imperial College de Londres.
Donc là, vous avez tous suivi l'actualité, les communiqués de presse, il y en a eu quasiment tous les jours. Pfizer, avec ici, vous voyez, 80... Alors c'était celui-là, c'était sur les 90%, il me semble, de mémoire, d'efficacité à la date du 9 novembre, suivi par Sputnik, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais les Russes ont également une approche avec 92% d'efficacité, et c'est une approche de vectorisation, de vecteur viral. Vous avez également ensuite Moderna qui est arrivé avec cette fois-ci à 94,5% d'efficacité. Et puis tout de suite, rebondi par Pfizer qui a dit qu'elle avait 95% d'efficacité. Donc ça, c'est les premiers, c'est des communiqués de presse. C'est pas forcément des études scientifiques validées par les pairs à ce stade-là, mais néanmoins, c'est des communiqués de presse basés sur des études préliminaires sérieuses issues des essais cliniques. Ce qui est dit, c'est que sur les 100 ou 200 premiers cas au Covid, on observe que majoritairement, ils sont dans le groupe placebo et seulement à 8 ou 11 cas dans le groupe vacciné par ces approches. Et de 2, on n'a pas de forme sévère sur le groupe vacciné. Donc c'est très prometteur, c'est très encourageant. Il n'y a pas d'effet, on n'a pas vu d'effet secondaire toxique très très important. Imaginez s'il y avait eu des morts dès ces étapes-là. Donc c'est quand même très prometteur. Néanmoins, il faut garder un petit peu de recul là-dessus, parce qu'on n'a pas encore démontré avec ces approches-là qu'on bloquait également, qu'on protégeait et qu'on bloquait la transmission d'homme à homme pour le virus. Donc ça, c'est des choses, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être documenté, mais c'est des choses qui prennent du temps et qui vont venir par la suite. Donc, juste un slide, je ne vais pas la rentrer en détail dans cette slide-là, mais c'est pour montrer que sur les approches de vaccins de BioNTech, par exemple, il y a des résultats solides derrière. Ça, c'est des études qui ont été faites chez les primates. Donc, les primates ont une immunité qui ressemble beaucoup à celle de l'homme. Et vous avez la réponse cellulaire qui est au bout de la deuxième dose très importante, même à 30 microgrammes. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette dose. Et puis ça, c'est la réponse anticorps, où après la deuxième dose, ils ont des anticorps qui viennent bloquer l'entrée du virus, qu'on appelle neutralisant. Et vous avez également ici ce qui est HCS, c'est Human Conventional Serum. Donc en fait, c'est le sérum de gens qui ont eu le Covid et qui ont des anticorps, et on est à peu près au même niveau. Donc tout ça est quand même très sérieux et très documenté sur les études précliniques. Un petit mot rapide aussi sur le fait qu'il y a besoin de tester l'efficacité de ces nouvelles approches. Et il y a des technologies qui permettent d'accélérer également ça. Donc, c'est des technologies sur lesquelles on travaille aussi au CEA, pas forcément celle-ci. Là, ce qu'ils ont fait, c'est un poumon sur puce. Donc, en fait, ils ont un épithélium pulmonaire et des vaisseaux sanguins juste en dessous. Cette puce est stimulée mécaniquement, ça respire comme un similaire de poumon. Et ils ont testé, par exemple, en pouvant mettre ici des antiviraux, le fait que certains antiviraux, sur ce modèle-là très pertinent, ne marchaient pas. L'hydroxychloroquine, par exemple, dont on a beaucoup parlé, ne marchait pas dans ce modèle. Et aujourd'hui, ils vont tester le sang des vaccinés pour montrer que ça peut vraiment bloquer l'entrée du virus. Donc ça, c'est aussi une approche très intéressante. Donc les Français, donc là, juste un mot sur les Français. Donc là, c'est Madame Marie-Paule Kini, qui est la présidente du comité vaccin CARE de 2019, qui est une virologue de renom, qui le dit à la Société française d'immunologie du 19 novembre, où effectivement, dans les vaccins français, la France est totalement absente de la course en tête au niveau des essais cliniques. Les vaccins du peloton, on retrouve 2 Français avec l'Institut Pasteur, qui a une approche avec un vecteur viral, le virus de la rougeole, Sanofi Pasteur, qui est une protéine vaccin sous unité. Et puis dans les essais précliniques, on retrouve plusieurs approches, et dont notamment 3 ici, qui ont été subventionnés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parmi lesquels on retrouve l'association CEA-Leti et INSERM. Et ce qui est dit, et ce qu'elle dit là-dessus, c'est que ces candidats vaccins méritent d'être développés malgré l'existence de plusieurs vaccins dont on a parlé, qui seront déjà sur le marché pendant le premier semestre 2021, mais parce qu'ils pourraient avoir des attributs intéressants sur les doses, les voies d'administration, la durée de protection, la conservation au froid, et parce qu'ils ont un potentiel d'innovation au-delà du Covid. Ça, c'est également très important de préparer la suite. Donc, tous les vaccins ARN ont besoin de vecteurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ils utilisent tous un vecteur, qui est ce vecteur qu'on appelle RNA lipid particles. Donc, en fait, c'est un transporteur lipidique qui a vraiment dans son cœur un cœur liquide avec des zones aqueuses où on a les ARN qui sont dedans. Ça a été développé par le MIT et l'Université de Columbia. Et c'est des startups également qui le proposent sur le marché. C'est basé sur l'ingénierie de lipides pour pouvoir avoir ce transporteur dans les cellules du matériel génétique. Donc, c'est des vecteurs non viraux. Ça, c'est également un élément important. Ça vient pas de nulle part parce que c'était déjà utilisé en clinique sur une thérapie en 2018, sur une autre approche d'ARN interférent. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, ça a permis ici de venir inhiber l'expression d'une protéine dans une pathologie et dans le foie, sur une maladie rare. Et ça a été approuvé en 2018 ici avec ce vecteur-là. Donc c'est pour ça qu'également sur les vaccins ARN, ils ont été sur le vecteur qui était déjà approuvé en clinique pour aller vite.
Au CEA, on travaille également sur des approches de vectorisation avec des particules lipidiques qui sont différentes puisque le cœur est totalement solide. C'est un mélange de lipides à l'état solide qui apporte une très très grande stabilité. On les a étudiés au départ plutôt sur des approches de transporteurs d'agents de contraste pour l'imagerie. Donc tout ça, ce sont des publications extrêmement bien documentées. Et on a également eu des approches pour de la vectorisation d'acides nucléiques, ARN interférents, mais également de protéines antigènes. Donc, on a eu cette étude-là que je vais mentionner très brièvement, où on est venu accrocher des protéines antigènes sur nos particules avec des procédés chimiques pour être sûr que les protéines étaient dessus. Je ne vais pas détailler ces purifications-là, mais on a bien vérifié qu'on avait des protéines sur la surface de ces transporteurs. On l'a fait avec 2 modèles en laboratoire, un modèle de l'ovalbumine qui n'a pas d'intérêt en vaccination, c'est la protéine majoritaire de l'œuf, mais qui est très calibrée au niveau des outils de R&D. Et puis sur une protéine très très récalcitrante pour induire des réponses immunitaires, qu'on appelle la P24, qui était issue de la capside virale du HIV, qu'on voit ici, et qu'on a réussi à attacher à la surface de ces particules. On a fait des validations précliniques qui sont extrêmement prometteuses et qui ont été un succès. Donc ça, c'est tellement une diapositive, mais c'est des années de travail en collaboration avec l'INSERM. Donc là, vous voyez que ça, c'est les réponses immunitaires anticorps et les réponses immunitaires cellulaires. Et vous avez l'approche traditionnelle des vaccins sous unité de la protéine avec son adjuvant qui donne aucune réponse anticorps, aucune réponse cellulaire. Et grâce à de la vectorisation ou de la double vectorisation de l'antigène et de l'immunostimulant, on a des très très fortes réponses anticorps spécifiques de la P24 et des très 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 fortes réponses cellulaires caractérisées par la signature de la sécrétion d'interféron gamma, peu importe. Mais ça, c'est extrêmement dur à obtenir. Et du coup, c'était extrêmement remarquable. Ça a été publié dans Nature Publishing Group Vaccine en 2018 par notre groupe. Et c'est ça qui a permis également d'être identifié dans les discussions avec le Community Care pour aller également maintenant repositionner cela sur Corolle. Donc ça a également été validé chez le macaque, ça c'est très important, avec des réponses anticorps très très efficaces et des réponses cellulaires également extrêmement efficaces, bien documentées. Donc aujourd'hui, on est en train de tester, repositionner cette approche avec le projet Corolle, qui est ce projet financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un petit peu différent parce qu'on n'avait pas vectorisé d'ARN messager, donc on a montré des protéines antigènes et pas forcément des ARN messagers. Et c'est ce qu'on est en train également de travailler au laboratoire. Ça ne vient pas de nulle part non plus parce qu'on avait déjà travaillé sur des ARN messagers. C'est des ARN interférents, qui sont d'autres types d'ARN, beaucoup plus petits, c'est 20 paires de bases, double brin, dans un projet européen qu'on appelle New Deal, dans lequel CEA est également acteur. Cette fois-ci, ce n'était pas la maladie du Covid-19, mais la maladie de Crohn, qui touche des sujets jeunes. C'est un désordre immunitaire qui touche 3 millions de personnes, ne serait-ce qu'en Europe. Et donc, nous, on avait une approche, notamment avec le CEA côté DRF, IRIG, qui travaille sur des ARN interférents spécifiques de cibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de cibles qui contrôlent l'inflammation, Janus kinase 1 et Janus kinase 3. Et donc, nous, on a travaillé dans ce projet européen pour vectoriser cet ARN interférent dans le côlon, en passant le mucus, l'épithélium du côlon, et atteindre les cellules inflammatoires du côlon, et venir réduire l'inflammation qu'on a dans la maladie de Crohn. C'est extrêmement prometteur et c'est une approche qu'on appelle de nouvelle génération de biothérapie, puisque la maladie de Crohn est aujourd'hui contrôlée avec une approche plutôt d'anticorps thérapeutiques. Donc ça, c'est juste un mot sur le projet, voilà, donc très important, qui va terminer en 2021. On a la chance, grâce au projet européen, de travailler avec un gastro-entérologue de renom qu'on appelle le docteur Julian Panès, et également un expert en affaires réglementaires sur la thérapie génique, qui est le professeur Alain Bold. Je dis un mot également, pourquoi? Parce que là, vous retrouvez le vecteur qui est utilisé aujourd'hui dans les vaccins ARN de BioNTech et de Moderna, ce vecteur qui a un cœur plutôt aqueux, qui vectorise les acides nucléiques. Il a été testé en préclinique au niveau de la maladie de Crohn, par exemple, et il ne fonctionne pas du tout. On n'arrive pas à réguler l'expression de la protéine, on n'arrive pas à avoir l'effet recherché, qui est également publié ici, avec ce vecteur-là. Donc ça montre que ce vecteur-là, il est intéressant, mais qu'il n'a pas toutes les potentialités, que c'est toujours important de travailler sur d'autres approches vaccinales. D'autant que sur le projet New Deal, on a démontré que nous, on arrivait à délivrer des ARN interférents au travers de toutes les barrières biologiques dont je vous ai parlé, mucus, épithélium et cellules inflammatoires. Je vais m'en arrêter là, parce que j'ai déjà un petit peu débordé, je m'en excuse à mal, pour dire que
voilà, on voit que c'est un sujet qui est très, très important. C'est un sujet qui permet, alors c'est pas tout à fait la dernière slide, vous l'aurez, hein, ça c'est les aléas des changements de ce matin, mais voilà, c'est une approche qui permet de montrer que il y a vraiment une potentialité pour les ARN thérapeutiques, donc c'est vraiment une possible révolution aussi pour les thérapies biologiques. Je rappelle qu'on a eu des thérapies avec des anticorps qui ont permis de réguler et permettre à des patients de mieux vivre et qui sont un succès, mais qui ont des limites aussi, donc ça c'est très complémentaire. Que les acteurs clés de l'innovation, c'est souvent les laboratoires de recherche et les instituts technologiques qui feront les preuves de concept, qui travaillent ensuite avec un relais souvent, très souvent, et surtout dans le domaine, là on l'a bien vu, de start-up et de biotech, qui vont pousser les démarches au plus loin et porter l'innovation sur le marché, avec un relais également avec les acteurs pharmaceutiques par la suite, notamment par rapport aux capacités de production. Qui a beaucoup d'opportunités pour développer des technologies innovantes, pour tester des médicaments ou des biomédicaments, ou également bien contrôler et accélérer le futur de la bioproduction. Et que tout ça, ça a été permis parce qu'il y avait des activités de R&D qui étaient bien existantes dans certains laboratoires, des collaborations établies qui ont pu se repositionner pour répondre à la crise sanitaire. Et le CEA est un acteur à travers son activité sur notamment les technologies pour le contrôle qualité au travers des capteurs pour la bioproduction, des modèles biologiques innovants au travers de ce que je vous ai montré brièvement sur les organes sur puce, mais on pourra en reparler, la promotion de l'émergence des biothérapies, des technologies de délivrance, et fait également le pont avec des acteurs industriels et des acteurs académiques de type INSERM dont j'ai parlé. Je termine par une slide de remerciements, c'est pas tout à fait la dernière non plus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui je parle, mais qu'il y a eu beaucoup de personnes, je représente un travail de plusieurs équipes, notamment au CEA, que ce soit à la DRT, dans plusieurs labos, chimie, biologie, biotechnologie, mais également plus en biologie fondamentale, génomique, fonctionnelle avec le laboratoire de Xavier Gidrol, en évaluation préclinique avec le CEA ITMIT à Fontenay-aux-Roses, et puis essentiellement aussi beaucoup avec l'INSERM sur l'immunologie, une collaboration fructueuse avec le docteur Patrice Marche, qui est également mon ami. Et puis vous avez également toutes les équipes qui est derrière le projet New Deal, donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire et multi-équipe, et je remercie tous ces acteurs-là qui travaillent depuis des années sur ces projets. C'est tout pour moi. J'ai un petit peu débordé, mais je reste de quelques minutes. Je suis tout oui et avec plaisir pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Fabrice. Merci infiniment de nous avoir donné cette présentation et d'avoir partagé avec nous ton expérience dans le domaine. Alors, maintenant, on va essayer de recueillir les questions puisqu'on n'a pas de présence en salle. Toutes les questions vont venir de la connexion visioconférence. Alors, la première question. Quels avantages, inconvénients des différents types de vaccins? C'est une bonne question. En fait, j'ai envie de dire que l'approche de vaccin, elle est fortement associée à la maladie infectieuse ou à la maladie qu'elle veut traiter. Donc, c'est très lié à l'agent pathogène. Il y a certaines approches qui marchent bien sur des agents pathogènes, d'autres non. Par exemple, il y a des aspects très compliqués. Vous savez, par exemple, que sur le HIV, ça reste compliqué d'avoir un vaccin établi, parce que ça dépend également des antigènes sur lesquels on va travailler dans ces vaccins. J'en ai pas parlé, mais les protéines, en fait, elles ont une reconformation tridimensionnelle, donc elles approchent vraiment en 3D face au système immunitaire. Et ça, c'est difficile à appréhender avec les outils de biologie que l'on a dans les laboratoires, parce qu'on comprend les séquences de protéines linéaires. Mais lorsque c'est en conformation tridimensionnelle, on peut des fois peu prédire qu'est-ce qui va être reconnu réellement par le système immunitaire. De façon plus générale, on considère que les vecteurs viraux vont induire des très bonnes réponses cellulaires avec des lymphocytes T CD8, celles qu'on appelle les tueuses de cellules infectées, les CD8 cytotoxiques, alors que les approches de vaccins sous unité sont plutôt intéressantes pour induire des réponses avec des anticorps. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir aussi des approches qui permettent d'avoir des réponses qui soient mixtes, à la fois des anticorps et à la fois des réponses cellulaires. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais… Non, mais je pense que ça va très bien. Alors, la question suivante, donc de Nasser Aitmani. Excusez-moi, je n'ai pas dit le nom de la personne qui posait la question la fois précédente. Alors, cette fois-ci, c'est ce type de vaccin à ARN est-il généralisable à toutes les populations sans risque?
Un système immunitaire européen peut-il réagir différemment d'un Asiatique ou d'un Africain? C'est une excellente question. Avec l'approche de vaccin, vous avez entendu le Premier ministre, hein, il y a une approche qui va être avec des priorités sur notamment les personnes les plus vulnérables là, pour le COV2. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les essais cliniques, notamment multicentriques, plusieurs pays sont impliqués. Hein, il y a beaucoup d'essais cliniques qui se font au Brésil, vous avez peut-être suivi l'actualité, où il y a des populations plutôt latines. Il y a pas mal dans les essais de Moderna, en fait, ils ont pas mal de sous-groupes ethniques également dans lesquels ils vont étudier les réponses. Donc ça, c'est des choses qui méritent d'être étudiées plus en profondeur sur la généralisation des réponses immunitaires induites par ces approches vaccinales. Mais c'est pris en compte dans les essais cliniques et c'est pris en compte par la suite. Ce qui est super important à dire, c'est que je pense que c'est surtout aussi, même pour un individu donné, de savoir si le vaccin il va marcher à tous les âges, puisque l'immunité, même au cours de la vie, évolue. Et l'immunité d'une personne âgée de plus de 70 ans, 75 ans, c'est plus du tout la même que d'un jeune homme de 30 ans. Donc ça également, c'est important de regarder dans les sous-groupes. Et ça, c'est fait dans les essais cliniques, les catégories d'âge, sur les réponses immunitaires. Très bien. La question suivante de Marianne Weidenhope. Comment est ciblée la délivrance de l'ARN sur les cellules APC? Ou est-ce que c'est une délivrance non ciblée? Donc APC, c'est Antigen Presenting Cells, donc c'est les cellules présentatrices d'antigènes que j'ai montrées qui communiquent avec les lymphocytes. C'est une très bonne question aussi. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que parfois, il faut mettre ce qu'on appelle un ligand sur les vecteurs pour pouvoir favoriser l'internalisation de ce qu'on veut délivrer par ces cellules-là. C'est pas si défini dans le sens où en fait ces cellules-là, elles sont quand même spécialisées pour capter ce qu'il y a autour d'elles. Donc à partir du moment où elles passent de l'état de veille à l'état de sensor active, elles vont capter ce qui est autour d'elles. Et en particulier, elles captent très très bien ce qui est de la taille des virus aux alentours des 100 nanomètres. Donc quand on a des approches de transporteurs qui sont dans ces tailles-là, ça va être très très bien internalisé, elles sont spécialisées là-dessus par les cellules présentatrices d'antigènes. Donc pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des approches ciblées. Les approches génériques par rapport aux capacités d'endocytose de ces cellules-là suffisent. Très bien. Alors, la question suivante. Alors, on a un merci de Nasser Haïtmani pour la réponse. Avec plaisir. Voilà. Et donc, j'attends toujours l'affichage d'une question. Pascal en régie, là. Alors, moi, je ne vois pas tout. Hein. Alors, j'ai pas... Non, mais il faut qu'elle nous soit affichée. Amal, tu as des très bons yeux. Tu peux peut-être lire les petites phrases, là. Ah oui. Ouais. Ah. Voilà. Alors, bonjour. Donc, de Yannick Letiec. Info d'hier, donc le 3 décembre. Les vaccins ARN M, BioNTech, Pfizer contiennent du polyéthylène glycol. 70% des personnes développent des anticorps contre cette substance. Cela signifie que de nombreuses personnes peuvent développer des réactions allergiques, voire mortelles à la vaccination. Quel est ton avis, Fabrice? Solvant et en général les matières premières. Alors là, la phrase se finit bizarrement. Bon, mais ce qu'il faut savoir, je vais pas rentrer dans la polémique des chaînes de polyéthylène glycol qui sont sur les transporteurs lipidiques des vecteurs que j'ai montrés, notamment du MIT, hein, qui sont connus. Alors, ce sont des ingrédients bien connus du monde pharmaceutique, déjà approuvés par les agences réglementaires type FDA pour énormément de thérapies autres, donc d'agents thérapeutiques autres, que les approches sur les vaccins. Donc, le débat n'est pas forcément là. C'est bien de prendre en compte également le fait qu'il peut y avoir chez certains sujets, alors je suis pas certain que ça soit dans l'ampleur qui a été dit, hein, c'est beaucoup plus marginal à mon sens, des réactions du corps qui peuvent faire des anticorps anti-chaîne de polyéthylène glycol, ça a pu être observé, c'est étudié. Il faut savoir que en fait, là, le principe même de l'antigène, il est basé sur l'ARN messager. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir d'autres approches de transporteurs et d'autres approches de vectorisation qui puissent, en recherche, les gens travaillent là-dessus aussi, avoir d'autres alternatives aux chaînes de polyéthylène glycol. Ce qui est important de dire sur ces chaînes de polyéthylène glycol, c'est qu'elles apportent aussi beaucoup de stabilité aux vecteurs et qu'elles permettent aux vecteurs de pouvoir un petit peu protéger les ARN qu'elles transportent des attaques de l'environnement biologique, notamment les enzymes qui pourraient dégrader. Donc, ça contribue
Ça contribue beaucoup à l'efficacité de l'approche. Donc c'est toujours une approche un peu bénéfice-risque qu'il faut avoir au niveau global et au niveau des gens qui vont être traités. Très bien, merci Fabrice. Alors, j'ai vu voilà une question d'Antoine Dupont. Donc, d'abord un commentaire. Excellente présentation, Fabrice. Peux-tu, s'il te plaît, développer les aspects adjuvants? Alors, aluminium. Alors, risque et bénéfice. Merci. Aluminium est marqué. T'as noté, hein? Aluminium. Attention, j'en profite pour te dire l'aluminium. Allez, vas-y. Si tu veux bien, ouais. Vas-y, Amal, vas-y. Je te laisse répondre sur la partie aluminium et je prendrai le relais. Bon, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'aluminium, mais d'alumine. D'accord? Bon, allez, je te laisse continuer. Donc oui, alors c'est une bonne question, Antoine, merci. Donc les vaccins à alumine sont apparus dans les années 20 et ont été utilisés massivement au cours du XXe siècle qu'on connaît et ont contribué beaucoup à l'efficacité et les succès des vaccins dont j'ai présenté. Ce que je voulais préciser là, c'est que sur les approches ARN messager, il n'y a pas d'alumine. Donc en fait, on se base, je ne suis pas rentré dans les détails en immunologie, mais les cellules ont des récepteurs aux ARN, les cellules immunitaires en particulier. Elles savent détecter les acides nucléiques des agents pathogènes. C'est ce qu'on appelle les TOC-LAB récepteurs pour ceux qui veulent creuser la question, et je pourrais en parler avec plaisir avec vous. Et notamment, ces cellules présentatrices d'antigènes, elles ont des récepteurs qui les activent et qui détectent les ARN étrangers. Donc, ils vont détecter les approches d'ARN. Donc, on peut s'affranchir de l'utilisation d'alumine dans les approches des vaccins ARN. Très bien. Alors, Alain Farchi qui pose la question suivante. À quelle phase sont considérés les effets secondaires du vaccin? Pendant combien de temps avant la mise sur le marché? C'est une question, on ne peut pas faire de généralité parce qu'on voit les mesures d'exception qu'il y a là aujourd'hui avec la crise sanitaire et l'urgence qu'il y a aussi de traiter. Là, on est à 1,4 million de morts. Donc, je vous ai présenté ce qu'on appelle le pandémique speed. Ce que je voulais préciser, c'est que les notions de sécurité et d'innocuité sont prises en compte dès les premières phases d'essais cliniques, dès la phase 1. Après, ce qui change, comme c'est des approches probabilistiques, ça rejoint avec le Midi-Minatech qu'il devait y avoir sur les probabilités. Mais en fait, on a injecté des dizaines de personnes en phase 1, des centaines et des milliers en phase 3. Pour information, il y a des approches de vaccins où on a déjà 1 million de personnes vaccinées en Chine. Donc, c'est pris en compte dès le départ et c'est vraiment bien documenté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les essais cliniques, notamment de phase 2 des vaccins ARN, il n'y a pas eu d'effets indésirables notables, critiques, qui ont été observés. Voilà. Très bien. On arrive presque à la fin de notre séance, mais je pense qu'on a encore un commentaire. Merci. Très intéressant, donc de Nasser Aitmani. Montre un sujet complexe et ça inquiète tout de même par rapport au timing court de disponibilité de vaccins. Alors que dans le cas du sida apparu dans les années 80, on cherche encore. Oui, on cherche encore pour le sida, mais la situation est complètement différente, notamment parce que les antigènes avec le sida, ils sont très compliqués, justement, ils ont ces conformations tridimensionnelles. On a des mutations du virus qui sont très fréquentes, donc d'avoir une efficacité d'approche vaccinale, c'est pas du tout la même configuration. Et de 3, je rappelle que dans le sida, les cellules infectées sont les lymphocytes. Et donc, on est en train, entre guillemets, avec l'approche du sida, tuer les soldats qui vont éliminer le virus dans le corps. Donc, c'est quand même, voilà, on peut pas non plus calquer ce qui se passe sur le coronavirus de ce qui se passe avec le sida. Ça veut pas forcément dire qu'il faut pas déployer des efforts sur le sida. Il faut continuer. Il y a pas mal de choses en cours. J'en ai pas parlé aujourd'hui. C'était pas le sujet. Mais tout ne peut pas être 100% calé sur ce qu'on a appris avec le coronavirus par rapport aux approches vaccins du sida. Mais je pense que les approches ARN messagers vont ouvrir aussi de nouveaux champs d'investigation. On l'a vu dans certains essais cliniques qui méritent d'être affinés. Mais il y a encore des approches de biothérapie ou de vaccins avec des composantes ARN à investiguer, y compris pour le sida. Très bien, merci Fabrice. Alors, à moins qu'il y ait vraiment une question incontournable, mais je crois qu'on arrête là. Merci à tous d'avoir écouté. Je n'ai pas le plaisir de vous voir en amphi, mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation et je reste disponible s'il y a des questions. Elle sera partagée sur le Midi-Minatech, il me semble, avec un replay. Oui, tout à fait, avec un replay et vous pourrez toujours joindre Fabrice pour les questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse. Donc, je te remercie à nouveau, Fabrice, pour cette présentation et de l'avoir préparée au pied levé. Et puis, je voudrais juste vous rappeler, la semaine prochaine, donc nous vous attendons
pour la présentation de Sébastien Guinard du bureau des études de marché du CEA, qui va nous parler, donc essayer de nous accompagner dans la question qu'on pourrait se poser sur l'idée d'une taxe sur le numérique. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et à très bientôt.